Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce jeudi. François Fillon sous le feu des critiques pour avoir lancé sans tarder l'offensive contre Jean-François Copé, rompant avec sa réserve naturelle. En jeu, le contrôle de l'UMP. Alain Juppé se pose en arbitre. Air France, dont les comptes sont dans le rouge, se dit pour la première fois en sureffectif et confirme sa restructuration. 34 avions vont être retirés de la flotte. Des efforts seront demandés à tous les personnels. Toute la procédure et les condamnations dans le dossier de l'Erika pourraient être annulées par la Cour de cassation à l'automne. L'avocat général dit comprendre que son avis fasse scandale, mais dit-il, le droit doit rester le droit. Le préjudice écologique, sanction impossible. Nous ouvrons le dossier ce soir avec nos invités. Le sénateur Bruno Retailleau, par ailleurs président du Conseil général de Vendée. Daniel Solès-Larivière, l'avocat de Total. Et puis la députée européenne Corinne Lepage sera également là tout à l'heure avec nous. Infections nouvelles ou résurgence de pathologies qu'on croyait oubliées, on les appelle les maladies émergentes. Le Sénat s'est penché aujourd'hui sur ce phénomène que les spécialistes de la santé tentent de contrecarrer, mais nous vivons désormais sous la menace permanente de pandémies provoquées par des bactéries ou des virus d'origine animale. Thomas Raguet. Certaines sont d'origine tropicale, d'autres totalement inconnues. D'autres encore sont censées avoir été éradiquées. Dengue, H1N1, coqueluche, on les appelle maladies infectieuses émergentes. On observe par exemple que la rougeole ou la tuberculose réémergent, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a pensé ces maladies maîtrisées, on a arrêté les mesures de prévention, la vaccination, et puis ces maladies sont réapparues à un endroit dans le monde. Elles sont arrivées chez nous en Europe, en France, et elles se sont développées en l'absence de protection des populations, puisque la vaccination, entre-temps, avait été arrêtée. Dans 70% des cas, leur origine est animale. Dernière en date, le virus de Schmallenberg, qui a fait son apparition au sein du cheptel bovin allemand, sans risque de transmission à l'homme pour l'instant. Des nouveaux virus, mais aussi de nouvelles bactéries, bien souvent. 99% des nouvelles maladies, en réalité, c'est des maladies qu'on ne détectait pas avant. Donc on ne sait pas si ça s'accélère, si ça... C'est bien possible, mais en tout cas, on ne peut pas dire que ça se traduise, où que ce soit au monde, par une augmentation de la mortalité. Ça, c'est pas vrai. Parfois, la psychose gagne les esprits, à tort. Exemple l'année dernière avec la bactérie E. coli, issue de graines germées. 50 décès pour 4000 cas déclarés. Ou encore avec la grippe A, fin 2009. 225 morts contre plusieurs milliers pour la grippe saisonnière chaque année. Les infections les plus virulentes sont souvent plus classiques, comme les infections nosocomiales. Plusieurs dizaines de milliers de victimes chaque année, selon certains spécialistes. Ça veut dire qu'il y a des choses pour lesquelles on est familier, ou pour lesquelles qu'on accepte, ou pour lesquelles on n'arrive pas à mobiliser les gens, et puis d'autres qui au contraire rentrent dans une peur de l'époque, qui a une résonance, une caisse de résonance extraordinaire, et dont on parle et qui obscurcit un peu la réalité. Fabienne Keller rendra son rapport mi-juillet. Elle devrait proposer une série de mesures destinées à mieux anticiper l'irruption de ces nouvelles pathologies. Le Sénat, a-t-on appris il y a un instant, met par ailleurs en place un groupe de travail sur le harcèlement sexuel. Cela pour combler le vide juridique qui fait suite à l'annulation de la loi par le Conseil constitutionnel. C'est un autre signe de rupture, le train plutôt que l'avion. François Hollande, qui est arrivé en Thalys hier soir à Bruxelles, s'est néanmoins attiré aujourd'hui les critiques d'Henri Guénaud, l'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, juge ce choix pas raisonnable, notamment pour des questions de sécurité et coûteux. Alors nous avons voulu en avoir le cœur net. Enquête de Nathalie Guilluard sur le coût comparé des différents transports présidentiels. Pour aller à Bruxelles, François Hollande a choisi le train. Plus économique et plus médiatique, une foule de personnes l'attendaient hier sur les quais de la gare du Nord. À chaque fois que je pourrai prendre le train, oui, ce sera comme ça. Mais je ne sais pas si je serai toujours bien accueilli. On verra, ce sera un baromètre aussi. Une situation peu commune mais réussie sur les rails de la présidence normale voulue par François Hollande. Un voyage peu coûteux, à en croire les informations délivrées par l'Élysée. Au total, ce voyage aura coûté moins de 6 000 € pour l'ensemble de la délégation française. 4 conseillers, un diplomate, 2 interprètes et le dispositif de sécurité habituel accompagnaient François Hollande. Le voyage s'est effectué en première classe,
Aucun avion d'urgence n'était prévu pour ce déplacement. Le coût d'un trajet identique en avion se serait élevé à au moins 20 000 €. Henri Guénaud critiquait ce matin ce déplacement ferroviaire. Pour l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, prendre le train ça coûte plus cher, c'est compliqué pour tout le monde, ce n'est pas très professionnel. Et si le président devait continuer ce mode de déplacement, le dispositif pourrait être plus coûteux que l'avion. Bien évidemment, le train revient moins cher que l'avion, mais tout dépend du degré de sécurité qu'on peut y mettre. Ça veut dire que si on doit isoler le train, le déminer, le faire arriver à l'avance, isoler des wagons, effectivement, peut-être que la comparaison sera beaucoup plus mince. En tout cas, pour ce voyage, pas de doute, en ce début de quinquennat, la charte de déontologie du président François Hollande a bien été respectée. Celle-ci stipule que pour un voyage de moins de 3 heures, le train est à privilégier. Et à noter que François Hollande est rentré de Bruxelles tard la nuit dernière, et cette fois après plus de 3 heures de voiture. Angela Merkel réaffirme ses divergences au lendemain du premier Conseil européen avec François Hollande. Cela n'a aucun sens de tout ramener aux euro-obligations qui ne feraient qu'aggraver la crise. Selon la chancelière allemande, Paris se dit néanmoins confiant sur le recours à ces euro-obligations, sorte de mutualisation des dettes au sein de la zone euro, présentée donc par Paris comme un instrument déterminant de relance de la croissance. Alain Juppé se porte aux avant-postes de la guerre des chefs à l'UMP dans le rôle du sage. L'unité avant tout, demande le maire de Bordeaux, alors que c'est désormais à couteau tiré entre François Fillon et Jean-François Copé pour le contrôle de l'UMP. Joachim Robe. Du conflit larvé à la guerre ouverte, déjà tendue pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, les relations entre Jean-François Copé et François Fillon virent à l'affrontement, duel à distance ce matin par radio interposée. Il ne peut pas prétendre être le leader de cette formation politique sans qu'il y ait eu un débat démocratique, sans que les militants soient prononcés. Chacun ses mots. Moi, les miens sont des mots. Pour ce qui concerne mes amis et notre famille politique, qui sont tous des mots positifs et des mots de rassemblement. L'enjeu, lequel des deux hommes prendra le contrôle de l'UMP lors du congrès organisé à l'automne, et donc le leadership à droite en vue de la présidentielle de 2017. D'ici là, il y a bien sûr les élections législatives, d'où ces appels à l'unité. Entendez-vous, débrouillez-vous, entendez-vous. Nos électeurs, en tout cas, veulent l'union. Nos électeurs veulent l'unité. Il y a des ambitions et c'est plutôt une bonne chose que d'avoir des responsables susceptibles d'exercer ces responsabilités. Ils sont suffisamment sages et suffisamment conscients de la situation pour donner ce sentiment d'unité que nous attendons. Un sentiment d'unité mis à mal ces derniers jours, la guerre des chefs ne fait que commencer. Et de son côté, Rachida Dati soutient Jean-François Copé, juge François Fillon désagréable, déloyal, mal élevé, pas chic et également ingrat. Arnaud Montebourg regrette, lui, d'avoir traité d'escrocs les anciens membres de la direction de Cifrance au lendemain de sa condamnation à 1 € de dommages et intérêts. Le ministre du redressement productif se rendra demain à Marseille pour rencontrer les salariés de Fralib, site des thés Lipton, qui doit fermer. Il ira également à la raffinerie Lyon de Basel, actuellement arrêtée et en quête de repreneur. Un plan de redressement et un plan social à Air France qui pour la première fois a reconnu un problème de sureffectif. La compagnie qui compte 53 000 salariés dit toujours vouloir éviter les départs contraints, mais un effort de productivité de 20% est visé. Air France va réduire sa flotte court et moyen courrier de près d'un quart. En parallèle, elle va tripler sa flotte low cost Transavia et lancer une nouvelle offre moins chère en classe économique. L'agence Moody's maintient le triple A de la France et se donne quelques mois pour évaluer la politique économique du gouvernement. Pas d'autre issue que l'annulation de toute la procédure ayant conduit aux condamnations dans le dossier de l'Erika. C'est donc la recommandation de l'avocat général de la Cour de cassation, recommandation qui crée le scandale aujourd'hui, notamment chez les Bretons, chez les Vendéens, chez les maires et toutes les collectivités locales de ces régions. 400 km de côte avaient été souillés lors du naufrage du navire affrété par Total. Julie Dingeloff. La justice a-t-elle outrepassé le droit? C'est la question à laquelle devra répondre la Cour de cassation le 25 septembre prochain. Sur ce point, l'avocat général Didier Bocon-Gibon a été très clair. La seule issue à l'épineux dossier de l'Erika est l'annulation pure et simple de la procédure. Pour que les fautes soient sanctionnées, il faut un texte applicable et c'est là que le bât blesse, a-t-il estimé ce jeudi. Or, l'Erika battait pavillon maltais lorsqu'il a sombré le 12 décembre 1999.
Et le naufrage a eu lieu non pas dans les eaux territoriales françaises, mais dans ce que l'on appelle les zones économiques exclusives. L'avocat général considère dès lors que la loi française de 1983, sur laquelle sont fondées les poursuites, ne pouvait pas s'appliquer, car elle n'était pas conforme aux conventions internationales signées par la France. Selon l'avocat Jean-Pierre Mignard, les choses ne peuvent pas se résumer aussi simplement. Nous sommes là aujourd'hui effectivement face à deux compétences. Le problème, c'est que Malte n'a jamais revendiqué sa compétence. Il n'y a jamais eu de procédure ouverte à Malte. Et même, vous avez remarqué, pendant tous les débats, il n'a jamais fait état d'une seule protestation diplomatique de Malte, en ce que la France aurait indûment, ce serait indûment attribué une prérogative qu'elle ne détenait pas au regard des traités. En sortant de la salle d'audience, les représentants des collectivités locales touchées par la marée noire étaient en colère. Je suis vraiment écœurée et je souhaite qu'un navire poubelle ne se retrouve pas dans les zones économiques, puisqu'on sait très bien qu'ils pourront casser et que de toute façon, même s'ils viennent polluer notre littoral, il faudra qu'on se rebatte. C'est 12 ans d'investissement total pour faire reconnaître aussi le préjudice écologique et aujourd'hui, tout est foutu. Total a réaffirmé de son côté qu'il ne reviendrait pas sur l'indemnisation de 171 millions d'euros déjà versés aux communes victimes. Nos invités, donc, pour reprendre ce dossier, essayer de comprendre tous ces tenants et aboutissants. Le sénateur Bruno Retailleau, donc bonsoir, également président du Conseil général de Vendée, donc très impliqué évidemment. Avec nous également Daniel Soulez-Larivière, l'avocat de Total, qui plaide un petit peu sur la ligne de l'avocat général de la Cour de cassation depuis le début dans cette affaire-là. 10 ans, oui. Depuis 10 ans. Avec nous également la députée européenne Corinne Lepage, avocate de plusieurs collectivités locales. Merci d'être avec nous ce soir. D'abord, vos réactions aux uns et aux autres, sachant donc que le dossier de l'Erika sera tranché à l'automne par la Cour de cassation, mais déjà, donc, les réquisitions sont claires, Bruno Retailleau. Les réquisitions sont peut-être claires, mais il n'est pas dit du tout que la Cour de cassation suive l'avis de l'avocat général. Pour ce qui me concerne, en tout cas, de ce que j'ai entendu ce matin, en entendant l'avocat général, on est stupéfait. Comment est-ce que on peut s'abriter derrière le droit pour ne pas rendre justice? Il y a une opposition et quand on a vécu, vous savez, moi j'ai vécu cette marée noire. Je me souviens de ce silence. Il n'y avait plus un seul bruit, pas de bruit des oiseaux. 15 000 avaient été mazoutés. 175 000 sont morts. Donc il y a eu des centaines de milliers d'oiseaux qui ont été concernés. Mais plus un bruit. Plus un bruit de vagues non plus, parce que le mazout lourd, si vous voulez, étouffe en même temps le bruit des vagues. C'était un silence mortuaire. Il a fallu des milliers de bénévoles qui sont venus pour essayer de déblayer le mazout. Et quand on a vécu ça une fois, je peux vous assurer qu'on n'a pas envie de le revivre. Il n'a pas été question du tout de ça aujourd'hui. Il a été question de droit. Bien sûr, mais c'est tout le problème. Est-ce que demain, il y aura encore des Erika en France et dans le monde d'ailleurs? Maître Soulez-Larivière, est-ce que vous pensez que les réquisitions seront suivies à l'automne? Vous avez là encore bon espoir? Moi, je vis pas dans l'espoir en matière judiciaire, je vis dans le constat. Ouais. Donc, ça vous arrange, puisqu'on a répété aujourd'hui que le droit, c'était le droit et rien d'autre. Non, il y a deux choses dans la vie, il y a l'émotion et il y a la raison. Et parfois ça se conjugue, parfois ça se divise. Là, ce qu'on a entendu ce matin, ce que j'explique depuis une dizaine d'années, c'est que la loi qui est appliquée dans cette affaire n'est pas bonne. Et c'est pas une découverte, puisque ça fait 30 ans qu'on le sait. Quand la loi de 83, dont l'avocat général dit qu'elle n'est pas applicable parce qu'elle n'est pas compatible avec les conventions internationales, c'est pas une découverte. Le rapporteur Marc Loriol, en 1982, dans les débats parlementaires du 12 octobre, si mes souvenirs sont bons, l'a dit. Et le ministre, M. Le Pinsec, à l'époque, a dit « c'est pas grave, si on doit renégocier, on négociera ». Donc ce que je veux dire, c'est que il y a deux choses. Il y a l'émotion, il y a la raison, et puis il y a aussi la solidarité. Non, mais il y a aussi l'urgence écologique, il y a aussi la cause fondamentale. Oui, attendez, il y a aussi la solidarité, et dans cette affaire grave, c'est épouvantable. Il faut voir que le diable, le méchant diable que je représente, qui s'appelle Total, alors qu'il n'est pas considéré comme responsable de quoi que ce soit sur le plan civil et des dommages, a payé 200 millions pour construire des usines de destruction des déchets, détruire les déchets, pomper l'épave. Puis, avant toute procédure, on ne compte même pas, qu'ensuite il a payé 171 millions qui ont été arbitrés par le tribunal, et il s'est fait encore engueuler à cette époque-là, parce qu'on lui disait, quand il a proposé ça, qu'il était en train de faire du chantage à tous les bons, c'est-à-dire les victimes. Et donc voilà. Et ensuite, il y a l'ARINA, qui
avec les efforts conjoints de chacun, a réussi à payer le reste. C'est-à-dire qu'au moment donc ça, c'est acquis. De toute façon, Total ne va pas réclamer les indemnisations versées. Bon, alors voilà. Je vous dis, le diable n'est pas si méchant. Et il faudrait faire la division entre ce qui est émotionnel et la raison. Et là, on va aussi s'interroger sur la suite. Parce que qu'est-ce qui va se passer en cas de nouvelle marée noire? Alors, Corinne Lepage, d'abord, j'aimerais vous poser... Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vient de dire, pardonnez-moi, Daniel Solès-Larivière. Non, c'est pas sur bien le droit. sûr, je pourrais être d'accord avec lui. Ça nous non, mais arrive j'allais vous d'être poser une d'accord. question. Est-ce qu'un autre avocat général aurait pu aboutir à une conclusion pardonnez-moi, inverse? je voudrais revenir sur ce qu'a dit Daniel Solès-Larivière. Je ne suis pas d'accord sur deux choses. La première, c'est qu'en ce qui concerne les communes que j'ai défendues, elles n'ont pas touché un centime de Total. Total n'a pas été condamné à payer un centime par la Cour d'appel. Il a été reconnu pénalement responsable, mais pas civilement responsable, donc je n'ai pas reçu un centime de la part de Total. Que deuxièmement, nous avons mis 2 ans à être payés de l'arrêt de la Cour d'appel parce que Total a réclamé à la RINA les sommes qu'elle avait engagées. Par conséquent, je ne suis pas d'accord sur ce et pour la Vendée, discours. alors comment vous allez être indemnisé pour la Vendée? Je trouve ça absolument incroyable ce qu'on me dit. Comment? C'est pas non, vrai. je trouve ça incroyable. Vous avez dans cette affaire, vous dites n'importe quoi depuis très longtemps, notamment vous avez expliqué par 2 fois devant le tribunal et la Cour d'appel que ce naufrage avait été combiné pour couler dans l'océan Atlantique Daniel des déchets toxiques. Répondez à la question que j'ai posée. Est-ce que oui ou non vous avez donné un centime à mes communes? On a payé tout ce qui était demandé. Le RINA a payé tout ce qui restait et je n'ai reçu aucune lettre de votre part me disant qu'il manquait quelque chose. Alors si c'est le cas, vous m'écrivez ce soir. Daniel Solès-Larivière, vous n'avez pas été... de raconter n'importe quoi. Je comprends très bien que ce que je dis vous gêne. Non, c'est n'importe quoi, je m'excuse. Non, ce n'est pas, vous êtes grossier, ce n'est pas n'importe quoi. Deuxièmement, vous avez été reconnu par la Cour de justice des communautés européennes et par la Cour de cassation chambre civile comme devant payer les frais de nettoyage parce que vous pouviez être responsable de l'accident qui s'était produit et ce convention sur responsabilité civile ou pas. Par voie de conséquence, que vous ayez dépensé de l'argent pour le nettoyage, c'est entièrement normal. Et on ne va pas vous remercier pour ça et en plus tirer notre mouchoir. Je ne demande pas des remerciements, je demande de le constater. Alors, il y a 200 millions qui ont été payés, on se fait encore engueuler. Maintenant, est-ce que vous, pour le département de la Vendée, vous estimez avoir été suffisamment indemnisé? Et est-ce que vous avez reçu de l'argent de Total la question, je vais vous dire, la question pour moi, bien sûr, on a comme un certain nombre d'autres communes. Vous et pas non, mais il y a deux. Complètement faux. Comment c'est complètement faux? Demain, vous m'envoyez une lettre en me disant ce qui n'a pas été payé et je vous réponds immédiatement. Monsieur Solès-Larivière, il y a un arrêt de la Cour d'appel. J'ai fait exécuter l'arrêt de la Cour d'appel. Vous n'avez pas été condamné à payer par la Cour d'appel. Je n'ai pas vous demander quoi que ce soit. Mais bien sûr, vous êtes même victime. Alors on a payé spontanément. Vous êtes victime. Et le RINA a payé le reste. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous racontez n'importe quoi. Le RINA a tout payé. Ce n'est pas supportable. Ça fait 10 ans que ça dure et j'en ai vraiment la claque. Eh bien, vous en avez votre claque parce que vous avez tout perdu jusqu'à présent. Voilà pourquoi vous en avez votre claque. Je veux vous dire que ça n'est pas un problème de gros sous. C'est un problème écologique. C'est le problème du passé avec l'ERICA. Et ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'il n'y avait pas de procès possible. Donc, il n'y avait pas de procès possible parce que l'État de Malte, pavillon de complaisance, c'est son fonds de commerce, une sorte de paradis judiciaire, ne voulait pas engager les poursuites. Donc, passé, il n'y a rien à voir. C'est insupportable. L'enjeu, c'est le passé, mais l'enjeu, c'est surtout l'avenir. Oui. Si demain, l'espace maritime est une zone non pas de non-droit, mais d'un droit permissif, d'un droit faible, alors il y aura d'autres ERICA en Vendée et ailleurs dans le monde. Et ça, nous ne le voulons pas. C'est cela l'enjeu. Il y a eu des réparations. Mais à partir des textes actuels et de la législation, c'est très complexe, le droit maritime, on ne peut pas entrer dans les détails. Mais je voulais vous poser une question. Est-ce qu'un autre avocat général aurait pu aujourd'hui aboutir à une conclusion inverse? Oui, bien sûr. Oui, nos avocats de Paris a jugé autre chose. Bien sûr. La Cour d'appel de Paris n'est pas totalement absurde. La Cour d'appel de Paris, elle est soumise à la Cour de cassation. La Cour de cassation n'a pas décidé. L'avocat général a pris ce parti qui est le même. À l'entrée, il y a un vice, si vous voulez, dans cette loi qui n'est pas compatible avec les traités que la France a signés. En application de l'article 55 de la Constitution, la France respecte ces traités. Ceci étant, Total a payé tout ce qu'elle pouvait, le RINA a fait le reste, donc sur le plan indemnitaire, tout est réglé. J'avais envie de vous poser, Maître Solès-Larivière, est-ce que vous vous êtes tout de suite rendu compte là qu'il y avait une faille juridique? Vous avez regardé tout de suite? Ça fait depuis le début. Tout de suite. Pas la première seconde, parce qu'il a quand même fallu un peu travailler. Vous l'avez cherché. Ça fait c'est pour ça qu'il est très énervé. Que j'explique ça, on n'a rien perdu du tout, et vous n'avez rien obtenu comme condamnation du tout, et la Cour d'appel a dit qu'on ne devait rien. Alors on a payé quand même. Arrêtons s'il vous plaît de raconter n'importe quoi. On essaye d'avancer parce qu'effectivement, on se projette dans le futur, qui peut nous réserver d'aussi désagréables surprises un matin. Les côtes souillées par le pétrole, il y a encore des navires qui circulent.
Bruno Retailleau, vous proposez une loi pour que le préjudice écologique entre dans le Code civil. Ça, c'est autre chose. Oui. Je pense que... Et vous cherchez des solutions juridiques. Moi, je suis aussi législateur. Et Oui. mon travail, Oui. c'est aussi de voter la loi. Et donc, ce que je constate, c'est que depuis 10 ans, il y a un faisceau de choses, cela bouge et dans le bon sens. Il y a eu la réforme de la Constitution, la Charte de l'environnement, il y a eu des textes qui ont modifié le Code de l'environnement, mais rien sur le code civil. Or, le code civil, c'est le code de la réparation. Et le problème, c'est qu'il n'a pas bougé depuis Napoléon. Et grosso modo, je vous la fais courte, en droit français, pour qu'un dommage puisse donner lieu à des réparations, il faut qu'il soit notamment personnel. Or, on touche avec l'environnement un bien qui n'est pas personnel, un bien qui est commun, un bien collectif. Et c'est la raison pour laquelle je pense que pour qu'on donne toute sa force à l'idée au concept de préjudice écologique, il fallait modifier le code civil. C'est ce que je propose pour apporter ma pierre à cet édifice qui se construit. D'écouter tout de suite la réaction du président du groupe écologiste, Jean-Vincent Placé, qui était l'invité de Preuve par 3 tout à l'heure à 18h. Eh bien, il réagit à votre proposition, Bruno Retailleau. Oui, on ne l'avait pas attendu d'ailleurs, parce qu'il y a déjà différentes dispositions qui sont mises en place, depuis 2004 notamment sur le sujet, mais bien sûr tout élément qui va dans ce sens-là est le bienvenu, et sinon union nationale, du moins mobilisation des consciences et des volontés, eh bien c'est très bien. Voilà, il y a un texte communautaire, vous savez, qui a été voté, et la loi française l'a transposé. Ça date pas de 2004. Et donc le préjudice écologique aujourd'hui il fait partie de notre droit, mais c'est vrai dans le code de l'environnement, pas dans le code civil, et là-dessus et on voit bien que les juges sont parfois un peu mal à l'aise à cause de cette notion, parce que encore une fois dans le code civil le préjudice il doit être direct, certain, surtout personnel, et qu'on a affaire avec l'environnement à un patrimoine qui n'appartient à personne, qui n'a pas de prix mais qui a beaucoup de valeur. Mais il peut appartenir à quelqu'un, parce que là, les collectivités locales qui ont été indemnisées, elles ont été indemnisées pour leur domaine public, elles ont été indemnisées pour leur restreint, et donc il y a bien un lien. C'est pour ça que ce que je propose, Corinne Page, c'est qu'on puisse avoir un préjudice écologique qui soit autonome et qui ne soit ni le préjudice matériel, ni le préjudice moral. C'est au titre de ces préjudices que les collectivités... Mais ça paraît quand même incroyable, Maître Soulez-Rivière, excusez-moi, qu'on ne soit pas protégé dans ce pays, apparemment, si soudainement sur nos côtes on va arriver du pétrole, sous prétexte que ça vient d'un navire maltais hors de nos eaux territoriales. C'est quand même incroyable que ça nous tombe sur les pieds, on ne peut rien faire, rien dire. On peut faire, d'ailleurs, la preuve, je veux dire qu'on peut faire, c'est qu'aujourd'hui tous les préjudices sont indemnisés. Bon, c'est volontaire, vous me direz que ça pourrait être mieux, ça pourrait être obligatoire et forcé. Ce qui compte, c'est que dans cette affaire-là, comme dans d'autres, il y a depuis 40 ans un effort de la communauté internationale sur le commerce maritime pour essayer de réglementer les responsabilités, améliorer les indemnisations, créer des fonds d'indemnisation, etc. Mais en France, en 83, quand on a voté cette loi, on le savait, le rapporteur l'a dit, et le ministre a pratiquement dit, bon, c'est pas grave, on renégociera les choses. On savait qu'on votait une loi qui n'était pas conforme au traité. Alors, le préjudice écologique, moi je crois que c'est une piste excellente. Il faut réfléchir à ça, et ce que vous faites, c'est très bien. Moi je suis d'accord. Il faut simplement comprendre que, s'agissant de questions qui sont de l'ordre des internationales et des relations, le commerce maritime, c'est quand même ce qu'il y a de plus international depuis l'Antiquité. Il faut arriver à faire progresser les choses, et si vous voulez que le préjudice écologique soit appliqué s'il y a un malheur qui arrive ailleurs ou ici un jour, il faut que les conventions internationales évoluent. Est-ce que l'on renégocier le droit européen? Le droit européen, c'est pas simplement le droit européen. Si. C'est les conventions. On retombe toujours dans des querelles juridiques. C'est pas simplement. Non, les querelles juridiques, c'est simplement. Il y a des États, il y a des réalités. Il faut arriver à les faire bouger. Et si la CLC. Il y a un texte. Non, mais je vais vous dire une chose qui est extrêmement simple. Non, mais il y a une chose qui est extrêmement simple. Vous êtes d'accord, Bruno Retailleau? Oui, je veux dire, les bras, on marche sur la tête. On marche sur la tête. Il y a une chose très simple, c'est que le monde du pétrole voudrait un monde idéal dans lequel il n'est jamais responsable de rien. Il n'est pas pénalement responsable, il n'est pas civilement responsable, il n'a pas à payer de préjudice écologique, et ça c'est un monde absolument idéal, c'est la liberté de circuler, c'est la liberté de polluer, et on continue comme ça. Ça c'est celui des grands pétroliers. Et le travail de construction... Même les sociétés de renom, mais bien comme entendu. La Française Total. Mais bien entendu, et pas parmi les derniers. Sans y être obligé. Oui, vous ne faites pas de différence entre les grandes firmes pétrolières et puis
certains propriétaires de bateaux, des armateurs. Ah mais pardonnez-moi, moi je parle des affréteurs. Je parle de ceux qui choisissent les navires poubelles dont vous êtes en train de parler. C'est les pétroliers qui choisissent les navires poubelles. Mais bien délibérément. Entendu. Bien entendu, c'est tout le problème de l'ERICA, mais on ne va pas replaider le dossier. Est-ce que Total a changé ses procédures, par exemple, depuis cette catastrophe? Total a simplement milité en faveur du fait que les sociétés de classification qui délivrent les certificats de navigabilité, si j'ose dire, comme pour les avions, aux bateaux, aux navires, fassent vraiment peut-être encore plus sérieusement leur travail et soient encore plus scrupuleux. Le problème de cette affaire... Comme ça, les pétroliers peuvent ne l'être pas. Alors, le problème, c'est que il y a deux choses. Il y a les sociétés de classification qui sont internationalement chargées de contrôler les bateaux et il y a les utilisateurs. On ne peut pas demander à l'utilisateur de faire le boulot de celui qui classifie et certifie. Ce sont deux travaux différents. Ou alors, il faut que le pétrolier fasse tout seul lui-même. Et ça pose des problèmes immenses parce qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui dans le monde une flotte de pétroliers appartenant aux pétroliers parce que les sources d'approvisionnement sont telles que vous auriez 50% de la flotte immobilisée pendant la moitié de l'année. Donc après, on se parle. Excusez-moi, je finis. C'est pas du tout pour ça qu'il n'y a plus de flotte de pétroliers. Alors c'est naturellement parce que le diable veut s'échapper à ses responsabilités et que vous êtes en train de montrer du doigt le diable. Mais non, Daniel Soulez-Larivière, moi je suis un peu plus intelligente et j'ai pas besoin d'insulter mon adversaire pour parler avec lui. Je n'insulte pas, simplement je fais un n'arrêtez pas de dire depuis le début que je dis n'importe quoi. Je ne suis pas quelqu'un qui dit n'importe quoi. Vous peut-être, mais moi pas. Alors deuxièmement, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, après l'affaire de la Moco Cadiz, qui a obligé les sociétés mères pétrolières à payer pour leurs filiales. Les sociétés pétrolières du monde entier ont vendu leurs bateaux pour ne plus être propriétaires des bateaux et elles sont devenues affréteurs, c'est-à-dire qu'elles ont choisi les bateaux. Et c'est la seule raison et c'est pas autre chose que si ça. on essaie de faire avancer le droit, on ne va pas vous réconcilier ce soir. Maître Soulez-Larivière, vous avez dit Total a dépensé 200 millions d'euros, mais en termes d'image, 371 millions, oui. Et en termes d'image, vous n'avez rien gagné parce que là, vous êtes encore là, au banc des accusés. Je ne sais pas ce qu'on pense en Vendée. Qu'est-ce que vous voulez faire qu'on en paye 3 fois plus? On nous demande. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, mais les populations qui ont été touchées. On a essayé de faire. Bruno Retailleau va nous le confirmer. L'émotion est gigantesque aujourd'hui. L'émotion, c'est pas un problème d'émotion, seulement d'émotion. Bien sûr, on a souffert. C'est une souffrance, y compris pas seulement pour le patrimoine naturel, mais y compris, par exemple, pour des conchyliculteurs, des ostréiculteurs, des familles qui ont vu leurs entreprises qui ont été fragilisées. Nous, on ne veut plus d'ERICA. Et ce que je sais, c'est que ce que j'ai entendu à la Cour de cassation, eh bien, si la Cour de cassation suit l'avocat général, je le dis aux Français, ce soir, il y aura d'autres ERICA en France et dans le monde. Ça ne peut pas continuer. La mer n'est pas une zone de liberté totale. La liberté, oui, mais avec de la responsabilité. Très bien. Je suis d'accord avec vous. Êtes d'accord. Je suis d'accord avec tout ce qui peut éviter ça, bien sûr. Les moyens pour y arriver, là, c'est là que ça se complique. Hein. Alors, merci en tous les cas d'avoir accepté tous ces échanges et ce dialogue. Merci en tous les cas. À 22h, c'est Sonia Babrouk qui sera là pour présenter le journal, suivi de Preuve par 3, donc avec Jean-Vincent Placé à 22h30, à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Pile et face, bonsoir à tous. En 1974, Richard Nixon est contraint à la démission suite au scandale du Watergate. 40 ans après le début de l'affaire, ce documentaire revient sur la carrière politique du président républicain. I want all of the American people to know that, as far as I'm concerned, we've just begun to fight. Nixon, l'homme que vous avez aimé haïr. Samedi à 15h15 sur Public Sénat. Rendez-vous pour une émission spéciale d'une campagne à l'autre. Plusieurs des Français que nous avons rencontrés sur leur lieu de travail ou chez eux viendront commenter le résultat de l'élection présidentielle. Ils nous diront ce qu'ils attendent du président de la République, François Hollande. D'une campagne à l'autre, la spéciale, présentée par Pierre-Henri Gergonne, dimanche à 10h45 sur Public Sénat.